Je suppose que vous avez plein de questions à poser. Qui pose la première? Oui, bonsoir. Je voulais simplement savoir si tous les recrutés de la synarchie étaient dupes ou s'ils étaient de bonne foi. Par exemple, le syndicaliste, est-ce qu'ils savaient qu'il était manipulé ou enfin, qu'est-ce qu'ils y trouvaient et qu'est-ce qu'ils y trouvaient tous? Ah, c'est vraiment une question très intéressante que... Alors d'abord, un historien, c'est quand même pas un psychologue. Moi j'ai toujours dit que je refusais de faire de la psychologie, mais si vous voulez, c'est... les archives, même si j'avais été tentée, d'ailleurs, m'auraient dissuadé de faire de la psychologie, parce que ce que montrent quand même les archives, c'est le poids très grand des intérêts matériels. Et le recrutement des... Alors, quand vous voyez la carrière des gens de syndicats, avec un S, vous avez quand même peine à croire qu'ils sont dupes. Parce qu'une chose est claire, leurs moyens leur sont donnés par des sources qui sont inavouables du point de vue de leur fonction principale. Quand vous êtes syndicaliste, vous ne pouvez pas afficher sur tous les toits que ce qui fait votre bien-être et ce qui assure les moyens à votre organisation, c'est le patronat. Je veux dire, bon. Mais à partir du moment où vous acceptez cette option, vous avez choisi une option. Moi, j'ai toujours dit que... vous voyez, je le dis parce que beaucoup d'historiens disent ça. Alors, par exemple, ils vous posent la question, est-ce que Renaud l'a fait par intérêt, par idéologie? Moi, je dirais spontanément, je m'en fiche. Mais... comme je suis matérialiste, j'ai tendance à penser qu'on idéologise ses pratiques, que le moteur d'un capitaliste, c'est quand même le profit, que tout est bon pour faire du profit, puis qu'après, vous savez, c'est comme quand vous allez coloniser les populations des pays lointains. Vous n'allez pas dire que vous colonisez les populations parce que vous êtes un affreux qui veut leur piller leurs terres. Qu'est-ce que vous dites? Elles ont besoin de beaucoup de civilisation, nous allons leur apporter cette civilisation. Mais enfin, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est important dans les sources? C'est d'établir qui paie, quand il paie, ce qu'il demande, ce qu'il assure. Belin a des prébendes énormes sous l'occupation. C'est un ministre, c'est un faux ministre. Hein. Il ne fait rien, Belin. C'est Barnaud qui tient la main de Belin. C'est-à-dire que Belin a signé toute une série de textes qui sont tous de la main de Barnaud et de son équipe. Par exemple, les textes les plus importants de ce que je considère, je ne suis pas toute seule, les Allemands considèrent, et je pense que ce sont très bons analystes, et puis pas seulement les Allemands non plus, les gens très compétents, français considèrent que les deux textes fondamentaux de l'occupation allemande, c'est le décret sur les communautés d'organisation du 16 août 1940 et le décret sur l'office de répartition des produits industriels du 1er septembre 1940. Parce que c'est ça qui permet la ponction énorme de l'Allemagne sur l'appareil de production français. C'est Barnaud, c'est signé évidemment comme Belin, puisque Belin est à la fois à l'époque officiellement ministre du Travail et ministre de la Production industrielle. Mais c'est tellement bidon, d'ailleurs Abetz, l'ambassadeur Abetz, c'est le premier à le dire, il dit on a collé Abetz, on a collé Belin au travail pour faire croire que le régime de Vichy est un régime favorable aux travailleurs. Donc, on lui assure les prébendes de ministre. Quand il n'est plus ministre en avril 1942, on le colle dans un organisme d'assistance sociale, j'ai oublié le nom, une caisse de je ne sais plus quoi, qui le trouve jusqu'en 1944. Et ces hommes, Belin et les autres, parce que ça on ne sait pas, après-guerre ils reprennent du service, ou est-ce qu'ils reprennent du service comme porte-plume du patronat dans les organismes anticommunistes, anti-soviétiques, oui, comme Albertini, comme lui. Parce que vous voyez, on ne les connaît pas ces gens, on ne les voit pas. À partir du moment où vous avez fait un choix, vous pouvez le trouver légitime, vous dire tous les jours que vous avez fait le bon choix, c'est pas le problème. Ces gens savent qu'ils sont recrutés dans des conditions qui restent secrètes. Si elles restent secrètes, c'est que c'est inavouable. Et qui changent de camp. Mais, soyons honnêtes,
Dans une société où certains gagnent en 1 heure plus que des dizaines d'autres, des centaines d'autres ne gagneront jamais dans leur vie, il est logique que il se passe des choses qu'on ne peut pas dire. Vous ne pouvez pas, un banquier ne peut pas devenir dirigeant syndical. Donc un banquier, pour se trouver des syndicalistes raisonnables, il est prêt à faire beaucoup de choses. Mais on le sait que c'est la tentation permanente des syndicalistes. Bousiller leur vie professionnelle, n'avoir pas de promotion, ou accepter de se faire d'une manière ou d'une autre, circonvenir. Ça va de la flatterie, mais c'est la même chose dans toutes les professions. À partir du moment où ceux qui détiennent tout ont besoin d'une fraction de ceux qui ne détiennent pas tout pour que la masse des autres soit dans le rang et ne bouge pas d'où ils ne doivent pas bouger, vous créez des situations de ce type. C'est-à-dire des situations où quelqu'un vous dit « mais écoutez, vous savez comment Irving Brown faisait pour recruter ses recrues et casser le syndicalisme européen après-guerre ?» Le chef américain de l'AFL. Il allait voir les syndicalistes, 44, 45, 46, il a fait une grande tournée en Europe. Et puis il disait à tel syndicaliste, mais écoutez, un garçon comme vous, en général c'est des garçons, des hommes, un garçon comme vous, aussi compétent, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de secrétaire, vous avez vu comment vous vivez. Alors ils vont dire, mais comment on sait tout ça? Vous savez comment on sait tout ça? On sait tout ça parce que Henri Opnaud, grand ambassadeur, possesseur d'une extraordinaire collection de tableaux, un ambassadeur extraordinaire, enfin c'est un plaisir de lire les comptes rendus de Opnaud. Opnaud faisait suivre par ses agents à la trace Irving Brown. C'est comme ça qu'ils ont recruté les gens syndicats. Oui, ils savaient. Oui, ils ont fait un choix. Et puis vous faites une plus belle carrière quand vous quittez vos camarades de travail que quand vous restez auprès d'eux. Ben oui, tout le monde le sait. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle les unitaires l'avaient très bien compris. Alors je sais bien, vous voyez, dans les périodes pas de tension, là, on se dit mais c'est tellement excessif. Par exemple, les unitaires avaient fixé comme règle, à partir du moment où ils ont discuté avec les patrons, ce qui leur n'était jamais arrivé avec les conventions collectives, que jamais on ne serrait la main au patron. Jamais en dehors des yeux des ouvriers. Jamais on n'acceptait une invitation. Jamais on montait dans la voiture d'un patron. Parce qu'ils considéraient que le patron avait sur eux des pouvoirs qu'eux n'avaient pas. Et que ce pouvoir était un pouvoir potentiel de corruption. Voilà. C'est vrai pour Belin, c'est vrai pour d'autres. Je vais vous dire, il est plus facile, c'est certain, quand vous voyez la carrière de certains publicistes. Je ne sais pas si vous avez lu, puisque j'ai parlé d'Irving Brown, si vous avez lu l'extraordinaire livre de Frances Saunders sur la guerre culturelle de la CIA. Elle raconte comment un certain nombre de publicistes très violemment anti-soviétiques, anticommunistes, etc., qui en 1944 n'avaient pas bonne presse, sont passés à la notoriété. Dans les décennies suivantes, évidemment, voilà, on leur a proposé de leur acheter leurs livres, etc. Oui, c'est comme ça, on connaît les noms, hein. On connaît un certain nombre de noms. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, oui. Je m'excuse. Bonsoir. J'ai deux questions en fait à vous poser. Une première, c'est est-ce que vous avez trouvé dans les archives que vous consultez une référence explicite à une politique type politique des caisses vides, comme celle qui est décrite par Sébastien Gex, qui est à Lausanne, que vous connaissez? Oui. Et ça, c'est la première question. Une référence Alors, expliquez à votre auditoire la politique. En fait, c'est une politique qui consiste à supprimer ou à limiter au maximum les impôts des riches, ce qui se produit actuellement, des ultra-riches, et qu'en fait, cette simple manœuvre suffit à vider les caisses. C'est une politique qui a été pratiquée sous le nom de Star de piste sous Reagan et Thatcher en début des années 80.
Vous voulez dire... C'est-à-dire de vider les caisses par le fait de non imposer les dominants, quoi. Ceci ayant pour conséquence de pouvoir remonter, disant, écoutez, les caisses sont vides, on ne peut rien faire. Alors ça, c'est ce que décrit Sébastien Gex, qui a étudié ce mécanisme-là explicitement pratiqué en Suisse sur un siècle, sur tout le XXe siècle. En fait, c'est quelque chose... En France aussi. Hein. Ouais. Oui, mais j'imagine. Ouais. En France aussi, et vous allez avoir, avec la réédition d'Industriels et Banquiers, quelques exemples retentissants, parce que c'est d'une dimension que je ne connaissais pas avant de connaître les dossiers d'instruction des ministres de Vichy. Toutes les grandes opérations qui sont faites avec les Allemands ont été faites avec exigence des grands capitalistes de franchise fiscale totale, et ils l'ont obtenu. Et ma deuxième question, c'est actuellement, j'ai vu dans le monde diplomatique récemment, donc il parle du mécanisme européen de stabilité, qui autorise en fait les banquiers centraux, cette fois c'est la Banque centrale européenne ou un mécanisme afférent, qui peut en fait mettre la main dans les caisses de l'État sans que l'État puisse réagir et fixer les montants à sa guise de ce qui devra être versé au mécanisme, de façon à assurer le paiement des créances des banques. Vous savez, il y a des mécanismes du même ordre, j'en expose certains dans les années 1930 qui montrent bien. D'abord, le mécanisme même des avances de la Banque de France mettait l'État en situation d'étouffement. Bon. Et tous les mécanismes de spéculation de la Banque de France ou des grands banquiers étaient de même ordre. C'est-à-dire, voilà, j'ai spéculé contre le franc, j'ai ruiné la monnaie, j'ai investi dans de la livre s'effondre, vous me garantissez le montant. Vous réduisez les salaires de 15%, vous indemnisez toutes les grandes victimes potentielles de faillite. C'est ce qui s'est produit pendant toutes les années, tout l'entre-deux-guerres. Quand vous voyez par exemple la fraude fiscale institutionnalisée, qui fait que la bonne République de Weimar, si gentille, si indulgente pour le patronat allemand, a laissé par exemple IG Farben exporter 600 millions de fraude fiscale autorisée pour se faire sa principale filiale en Suisse. l'IG Chemie de Suisse, c'est 600 millions de marques qui ont été exportées au su et au vu de l'État. Donc la politique de la caisse vide et la politique du pillage des ressources d'État, même dans ce qui n'était pas la réédition d'Industriels et Banquiers, j'ai montré qu'au fond Vichy avait été, je ne dirais pas la chose entièrement neuve, mais c'est vrai qu'à l'époque je connaissais, quand j'ai rédigé cet ouvrage, je ne connaissais pas de manière aussi intime, je n'avais pas vu les archives de la Banque de France des années 30, je ne connaissais pas de manière aussi intime le pillage par les banques de l'État. Mais ce que vous voyez sous Vichy, c'est le mécanisme pur de ce que j'ai appelé l'État berger ou le ventre mou, c'est-à-dire d'un État auquel le capital dicte tout. Je vais faire ça. Je vais me faire payer 20 fois le cours des mines de bord par les Allemands, c'est-à-dire pas par les Allemands, par les contribuables français. Vous allez me dispenser de la totalité des impôts de l'opération. Ils l'ont obtenu de Boutillier, de Couve de Murville, second du ministère des Finances, puisqu'il avait la direction des finances extérieures et d'échange. Mais vous vous rendez compte de l'ignorance dans laquelle on a laissé le peuple français, qui ne sait pas qu'un des ministres de Gaulle a été un des hauts fonctionnaires, membre de la synarchie, un des hauts fonctionnaires qui ont contribué, qui ont accepté le pillage de la France, qui ont organisé le pillage de la France, même si je dirais que Couve de Murville n'est pas le pire, parce que de temps en temps, quand même, il se fait tirer la manche, pas longtemps, enfin un peu. Il y a pire que lui, encore. Voilà, donc oui, on a le même mécanisme absolument, et c'est pour ça que je le dis, et ça je le dis à tous ceux qui peuvent aller faire une petite virée, si vous avez l'occasion, quand vous allez à Paris, allez voir les archives, ne serait-ce que du Conseil Général, en sachant que les archives du Conseil Général sont des archives très épurées déjà, vous voyez, qui gomment l'essentiel des discussions, mais qui permettent quand même de bien comprendre les mécanismes. Quand vous avez lu ça,
Vous savez ce que veut dire le terme de dictature de la Banque de France. Et quand une dictature se débarrasse de tous ces obstacles, c'est ce qui a été le cas pur de 40-44. 40-44, vous voyez les décisions prises par Henri Ardant, Sinarques, président directeur général de la Société Générale. Vous le voyez sortir d'une réunion de Vichy et vous voyez la décision appliquée le jour même ou le lendemain. C'est ça que fait Vichy, c'est ce que j'appelle le caractère de pureté de Vichy. Hein? Mais c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Ces gens ont des fils, des cousins, aujourd'hui des cousines, même des filles, puisque aujourd'hui les filles aussi, elles ont accès à l'appareil d'État. Et on n'imagine pas le degré de familiarité totale, je veux dire. Vous voyez, par exemple, un jour, le marquis de Vogüé n'est pas content, parce que l'État doit lui payer toutes les usines d'alumine, tout, hein, avec les Allemands. Tout, doit tout financer. Mais alors, il n'a droit à rien. Hein. On ne va pas nous nationaliser quelque chose que l'État a payé quand même. Et alors, il y a Terray, qui est le collaborateur de Barnault, qui discute avec ces messieurs tous les jours, directeur général de la banque Worms, hein, Barnault. Et il y a Terray qui se fait dire par son beau-père, parce que le marquis de Vogüé est le beau-père de Terray, que on a commenté la position de M. Terray dans les milieux de l'aluminium. On ne voudrait pas tout de même risquer la nationalisation. Je veux dire, c'est leurs cousins, c'est leurs enfants, voilà. Et ça, on ne le sait pas, évidemment, parce que ce milieu qu'il connaît, sauf les historiens qui voient les sources, mais c'est pas gênant, je veux dire, c'est 50 ans après. Sinon, il faut être dans l'intérieur pour savoir ce qu'est le degré de familiarité. Oui, c'est la même chose. Chez Gay et chez nous, c'est pareil. Il y a un très bon, je vous signale d'ailleurs, il y a malheureusement trop timide, mais remarquable quand même, parce que c'est quand même un grand chercheur. Vous avez le bouquin de Pernoud, qui vient de paraître sur les relations extérieures de la banque suisse dans l'entre-deux-guerres, enfin jusqu'à la fin de la guerre. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Ah, qui vient de paraître, lisez-le, c'est tout pareil. Tout ça, question. Qui est-ce qui veut poser une question? Je pas. Ah oui, c'est une question. Bonsoir. Moi j'ai deux questions. Alors, la première c'était est-ce qu'il y a un parallèle avec la stratégie du choc décrite par Naomi Klein Naomi Klein. Donc c'est un peu la stratégie du choc qui s'est passée aux États-Unis et un peu à l'échelle mondiale. Après, je fais un peu d'histoire à mon niveau et cette stratégie, on la retrouve un peu partout, de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Et sous le nom d'une théorie, l'ordo ab chaos, qui a été décrite dans des livres ésotériques. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Écoutez... S'il y a une continuité, je voulais dire s'il y a une continuité de cette stratégie dans l'histoire et dans le temps. Merci. Toute crise dans une société fondée sur l'inégalité des classes et par conséquent sur l'appropriation inégale du produit, que ce soit le produit de la terre ou le produit du capital, enfin du travail, que ce soit la terre ou le travail humain appliqué à la production industrielle. Toute société en crise est caractérisée exactement comme la société capitaliste, c'est-à-dire que celui qui détient les moyens et le pouvoir détient le pouvoir d'État, parce qu'on l'a oublié, mais enfin, quand même, il y a un rapport entre le possesseur de moyens de production et l'État. Hein, il y a un rapport de domination de l'État. L'État, c'est l'incarnation de classe sociale.
On l'a oublié, ça, parce que ça fait des décennies qu'on n'a même plus le droit de le dire. Enfin, c'est quand même la réalité. Et je vais vous donner un seul exemple. Je m'arrêterai là parce que, bien entendu, on ne va pas faire d'histoire comparative et puis que j'ai moins de compétences dans d'autres périodes de l'histoire. Mais enfin, quand même, j'ai fait de l'histoire de la Révolution ou de la pré-Révolution. Vous êtes dans une situation de crise, dans la situation de la réaction seigneuriale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réaction seigneuriale, qui a d'ailleurs rendu inévitable la Révolution? C'est que, très frappé par la baisse de ses revenus, l'aristocratie foncière a tapé à bras raccourcis sur les paysans. Elle a par exemple obtenu la réfection des terriers, c'est-à-dire de tous ces documents très vieux, quelquefois qui remontent à l'époque médiévale, qui établissaient les droits féodaux. Puis alors elle les a modernisés, hein, pour le coup, ça a modernisé aussi à plat. Elle les a terriblement modernisés, elle a mis les paysans dans une situation impossible, et les paysans sont fâchés. La réaction seigneuriale qui fait que l'aristocratie ne peut plus supporter non seulement de voir son produit baisser, son revenu baisser, mais de voir quelques privilèges que ce soit partagés par qui que ce soit. Regardez par exemple l'édit de Ségur sur les 4 quartiers de noblesse pour devenir officier, qui ferme entièrement l'armée à la bourgeoisie montante. Ça met la bourgeoisie dans une situation impossible, puisque ça arrête sa promotion, et ça met les paysans dans une situation impossible. Et finalement, c'est un des facteurs déclencheurs de la Révolution. Toute crise provoque de la part de la classe dominante une situation de rejet de la charge de la crise sur les classes dominées. De ce point de vue, oui, il y a une continuité entre toutes les sociétés fondées sur le droit sur la propriété privée des moyens de production et d'échange. J'ai une petite question. Ces syndicalistes compréhensifs, là, qui sont-ils actuellement? Comment on peut les détecter? Alors écoutez, vous voyez, c'est toujours évidemment le caractère délicat c'est le caractère délicat de l'enseignement de l'histoire ou de l'exposé en histoire. Un jour, je suis tombée sur un fils de syndicaliste et faux qui avait bien connu la libération, enfin le syndicaliste lui-même, pas le fils, et alors qu'il m'en voulait beaucoup parce que j'expliquais comment FO avait été fondé. Bon, parce que vous savez bien qu'en France, on a une situation depuis très longtemps, même avant que le sort de l'histoire s'aggrave beaucoup, on a une situation très préoccupante en France, qui est qu'on n'aime pas les questions taboues. Et vous voyez, cette question, par exemple, du contrôle du syndicalisme, qui est une question, vous me direz, à tout seigneur, tout honneur, traitée avec beaucoup de tranquillité aux États-Unis. Vous avez des tas d'ouvrages qui montrent aux États-Unis à quel point le syndicalisme européen était acheté par le syndicalisme américain, plus exactement d'ailleurs par les fonds de l'appareil d'État, parce que vous n'imaginez quand même pas que c'est sur la caisse de l'AFL que tout ça s'est fait, ou de l'AFL-CIO. Ça s'est fait sur les fonds d'État, hein, donc qui ont été affectés à la tâche. Bon, parce que c'était une tâche de politique extérieure de première importance. Donc, c'est une question de grande ampleur qui est abordée avec beaucoup de talent par un certain nombre de chercheurs. Je pense en particulier à mon collègue Anthony Cariou, dont les travaux ne sont même pas connus en France, parce qu'aucun de ces travaux n'a été traduit, qui est le chercheur sur le rôle des États-Unis et de la CIA dans la subversion du syndicalisme européen. Bon, il a fait un livre remarquable qui s'appelle The Marshall Plan and the European Labour and the Marshall Plan, le mouvement ouvrier européen et le plan Marshall. Et depuis 1987, date de cet ouvrage, il a travaillé sur le syndicalisme américain, son rôle dans le syndicalisme européen, etc. Lisez le livre de Bergounou sur FO, vous n'entendez même pas parler des États-Unis. Donc c'est toujours une question taboue chez nous.
Force ouvrière a été fondée sur la base de fonds d'État, de fonds patronaux et de fonds américains. Pour des raisons très simples. Parce que quand vous êtes un patron, vous avez intérêt à ce que le syndicalisme ouvrier soit divisé. Point. Divisé, faible et pas radical. Enfin, vous seriez patron, c'est le b.a.-ba quand même. La grosse différence entre les patrons, les patrons et les salariés, bon, je donne toujours cet exemple évidemment qui est ridicule, mais qui au moins fait réfléchir. Vous imaginez un syndicalisme patronal divisé? Sur le fond, il n'est jamais divisé, puisque vous avez une organisation syndicale qui est contraignante, hein, ne croyez pas. Par exemple, la lutte contre la grève, c'est pas seulement spontané de la part de chaque patron, il est organisé. On le sait parce qu'on a quand même un peu d'archives, même si le patronat fait le blackout sur ses archives. Heureusement, on a les archives policières. Hein. Bon. Eh bien, vous avez ce contrôle énorme, évidemment, du patronat, mais c'est un contrôle énorme sur le syndicalisme ouvrier. Regardez le gros bouquin qui a été publié de Benoît Colomba et d'un certain nombre, vous savez, ce journaliste très honnête que vous entendez de temps en temps à France Inter, là, sur une grosse affaire, qui s'est fait d'ailleurs attaquer par Bolloré, parce qu'il a expliqué qu'il mettait une partie de l'Afrique en coupe réglée, et qui, dans ce gros bouquin sur l'histoire du patronat français, montre les mécanismes de corruption. Mais c'est des mécanismes de corruption gigantesques, absolument gigantesques. Et on le sait. On le sait depuis longtemps, on le sait même quand on lit Le Canard enchaîné. La CFDT est une organisation très compréhensive. On le sait, on connaît sa direction en tout cas. Un certain nombre de ses dirigeants, ça ne veut pas dire que ses militants ne sont pas des braves gens, des couilles, etc. Bon. Et on sait aujourd'hui que la Confédération Générale du Travail, ou la direction de la Confédération Générale du Travail, est moins rigoureuse qu'elle n'a été à une époque. C'est clair. Mais ça se sent par des tas d'éléments. Il suffit également de lire Le Canard enchaîné. Maintenant, moi je n'ai pas la capacité actuelle de lire les archives policières, mais j'ai une habitude des archives policières telle que je trouve que les archives policières donne raison à la remarque du vieil August Bebel, qui, quand il était très révolutionnaire, disait toujours, parce qu'à un moment il l'était moins, à la veille de la guerre de 1914, à laquelle il était prêt à souscrire, il disait toujours, quand un patron me félicite, je me demande quelle sottise j'ai faite. Bon. Voilà, il y a des louanges qui sont des louanges intéressées et qui ne peuvent pas être des louanges objectives. Ça n'est pas possible. Si vous regardez les louanges objectives, vous irez regarder les archives policières et vous verrez comment un policier considère par exemple qu'un militant ouvrier qui se fait assassiner, qui se fait tuer sous la torture est un grand militant ouvrier au service de sa classe. C'est comme ça. Parce que vous trouvez dans les archives patronales et dans les archives policières quelque chose qui nous est toujours caché, c'est-à-dire que les rapports de classe sont des rapports impitoyables. Ils sont impitoyables parce qu'ils sont de classe, parce qu'ils opposent des gens qui sont d'intérêts réels opposés. Vous changez cette situation, demain les gens peuvent être dans des situation très bonne, et puis d'ailleurs ça ne les empêche pas éventuellement d'avoir un jugement très positif sur un tel ou un tel. Vous voyez pourquoi Pucheux voulait assister personnellement à la torture de Politzer? Parce que Politzer l'impressionnait. Ce jeune juif hongrois qui en 3 ans a passé la grecque de philo, qui était un militant incorruptible, etc. Pourquoi il a voulu aller le voir comme ça? Il l'impressionnait, il l'admirait, c'est clair qu'il l'admirait. C'est pas seulement par sadisme Voilà, il était content, il était défait, ça lui faisait plaisir, mais ça supposait que ce type l'impressionnait. Voilà, les archives, c'est ça que je remercie les archives de m'avoir offert. C'est que les archives, elles mettent tout à nu. Et c'est pour ça qu'elles ont si mauvaise presse par les temps qui courent.
Je crois qu'il y a encore plusieurs questions. Je ne sais pas, c'est d'abord ici. Mais il va falloir qu'on rentre la salle assez vite. Là. Ah bon, on n'a pas dépassé hein, encore. On est à 10. Enfin, moi, je souhaite arrêter. Bonsoir. Moi, je suis un chef d'entreprise. J'ai 200 salariés. Et donc, je ne suis pas d'accord quand vous parlez sur les classes. Parce que moi, je suis dans le service. Vous parlez de l'industrie. L'industrie, c'est pas les mêmes personnes. Moi, quand je parle avec des gens chez moi, ils ont quand même déjà un certain niveau, une certaine culture. Alors que là, vous parlez toujours, en fait, de l'ouvrier. Ah mais non, vous avez raison, je devrais dire le salarié. Le salarié, parce voilà. que bon, on n'est pas tous comme ça, heureusement, et je pense qu'on a évolué, enfin, on est quand même des gens... c'est vrai qu'il y a des barons, vous avez raison, surtout moi qui connais bien Metz, il y a des barons, vous ne détonnerez pas du tout, il y a des milieux industriels, mais il y a aussi des sociétés de services. Et on n'a pas le même comportement, je pense, avec nos employés que eux. On est là aussi pour gagner de l'argent, parce que sinon, on ne travaillerait pas, enfin, je ferais autre chose. Mais moi, je ne suis pas d'accord, en fait, sur... pas tout le temps d'accord. Je suis quand même... parce que vous parlez aussi des archives, on peut faire ce qu'on veut aussi des archives. Ah non, alors vous voyez, c'est ce qu'on dit, mais ça n'est pas vrai. On ne peut pas faire dire tout ce qu'on veut aux archives, je vous assure. Écoutez, je suis quand même un des chercheurs en France dont on peut dire que ça fait plus de 40 ans qu'il fait de la recherche tout le temps. Donc je fais tout le temps de la recherche. Je manie les archives autant que je les maniais quand j'ai commencé ma thèse d'État à 22 ans. Je peux dire que il faut ne pas connaître sérieusement les archives pour dire qu'on peut faire dire aux archives ce qu'on veut. Non. Quand on connaît son métier, comme vous connaissez votre métier, comme je connais le mien, comme un bon menuisier connaît son métier, on manie les instruments comme on doit les manier, on a la prudence qu'on doit avoir. Quand on a un rapport qui établit le degré de contrôle capitalistique, le degré de contrôle sur tel syndicaliste, l'évolution capitalistique de contrôle d'un journal, etc., on a un certain nombre d'archives qui sont des archives non discutables. Et ceux qui vous disent qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut, vous comparerez leurs ouvrages avec les miens, ou avec les gens de mon acabit, c'est-à-dire des gens qui n'avancent rien, qui ne soient étayés par des sources dont le caractère convergent avec d'autres a été établi, et s'il n'est pas établi, qui ont l'honnêteté de dire, là j'ai trouvé une source, mais elle n'est pas recoupée. Et je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai appris, en travaillant sur les archives de la Cagoule, qu'il y avait eu un projet de liquidation par l'empoisonnement de Paul Vaillant-Couturier, qui est mort de manière incompréhensible en 1937. Je l'ai signalé, je n'ai pas dit Paul Vaillant-Couturier a été assassiné par la Cagoule, parce que j'ai trouvé une source. Bon. Quand j'avance quelque chose, je fais des recoupements. Sur le fond de votre démarche, je comprends très bien votre position. Le problème d'une position de classe dans une société d'inégalité des classes, c'est que tout le monde fonctionne à la justification. Et puis, dans une société de classe, vous êtes dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est comme ça. C'est vrai que de ce point de vue, je suis dans une situation de plus grande liberté que vous, parce que moi je suis observatrice, que je ne suis pas impliquée, que j'ai l'indépendance de l'historien, que je n'aurais pas d'ailleurs si je me faisais payer tant par mois par la Banque de France et par d'autres, voilà, et qu'on a des positions différentes. Mais quand vous regardez les choses, je dirais d'en haut, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas impliqué dedans, c'est ça que veut dire regarder d'en haut, ça ne veut pas dire regarder comme un prétentieux parce qu'on domine tout le monde, ça veut dire regarder les choses finalement objectivement. Vous voyez, vous posez des questions qui sont les questions qui sont posées par exemple dans les héritiers de Gorky. Vous avez des patrons, ben, il y en a des très sympas, il y en a des pas sympas du tout. Et puis à un moment donné de tension des rapports de classe, finalement, hein,
où vous cessez d'être patron et vous passez dans l'autre camp, ça arrive d'ailleurs, il y a des cas comme ça, c'est rare, où vous assumez vos obligations de patron et vos obligations qui font que, service ou pas service, voilà, votre revenu varie en sens inverse finalement des salaires. Et ça c'est vrai au niveau global, comme c'est vrai au niveau particulier. Ça n'enlève rien à vos qualités. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs. Dans une société qui change, c'est très intéressant. Vous voyez, par exemple, les soviets se pointent en Pologne. Ils récupèrent les zones perdues, voilà, la zone Curzon, où ils reviennent en Bessarabie, etc. Il y a plein de directeurs d'entreprise, sont en plus des directeurs juifs, donc ils sont dans assez bonne disposition, parce que finalement, c'est vrai qu'en 1939 ou 1940, ils ont le choix entre la mort et, je dirais, le changement de statut économique. Donc, finalement, il vaut mieux être directeur d'entreprise soviétique que mort. Hein. Vous avez une série de directeurs, bon, qui viennent directeurs des entreprises soviétiques. Hein. Bon, finalement, c'est plus sympa d'être de l'autre côté et d'être mort. C'est sûr que les soviets arrivent, qu'est-ce que vous voulez, c'est moins rigolo d'être salarié que d'être directeur général d'une entreprise avec des moyens bien plus importants. Mais finalement, ils étaient convertibles, hein, ou reconvertibles. Voilà, c'était une autre situation. C'est pour ça que il y a une chose qui est la perception qu'on a des choses, et puis il y a une autre chose qui est d'essayer de voir comment fonctionnent les sociétés. Parce que patron ou pas patron, un petit patron, il peut se retrouver dans les années qui viennent, voilà, confronté à la ruine, enfin comme ça a été le cas en 29, comme ça a été le cas dans... Et être patron, ça n'empêche pas d'avoir une vision objective des choses. D'ailleurs, je fais remarquer, vous l'avez sans doute remarqué vous aussi, que c'est à la faveur de la crise systémique que vous avez vu fleurir dans la presse financière des analyses marxistes qui avaient disparu de partout ailleurs. Vous pouvez être patron, pas patron. Un patron, il a un raisonnement marxiste. Un grand patron, il a un raisonnement marxiste. C'est parce qu'il a un raisonnement marxiste qu'il est capable de comprendre, bon, outre qu'il est quand même très bien informé, qu'il est capable de comprendre ce que précisément les dominés ne sont pas capables de comprendre à un moment donné. Actuellement, hein, les dominés ne sont pas en situation de comprendre ce que les dominés, ou une grande partie des dominés, comprenaient en 1936. Hein. Parce que les rapports de force sont différents, parce que les patrons, le grand patronat, et les patrons en général ont remporté une vraie victoire. Faire quoi? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand on vit dans une société dont le passage dans laquelle il est passé en 20 ans ou 30 ans 10% des salaires dans la zone des profits, et que vous avez des hommes politiques crédibles, appréciés, qui vous disent, de droite ou de gauche, il faut baisser le coût du salaire, sans que les salariés se mettent en ébullition quand même, hein, parce que quand on leur dit qu'il faut baisser le coût du salaire, il ne faut quand même pas prendre les enfants du banlieue pour des canards sauvages. Ça signifie quoi? Ça signifie que le produit va se modifier. Hein, ça signifie qu'il va y avoir plus de profit et moins de salaire. Hein, ou sur un produit un peu diminué, que le profit va être maintenu et le salaire baissé. Vous savez des entreprises du CAC 40. Je vous parle en général. Pour moi qui ne sont pas des chefs d'entreprise. J'entends bien. Ce sont que des directeurs. Mais je parle de choses générales. Hein? C'est non. Pas de ça, alors qu'on dit bien pour nous, moi je fais partie du CGD, qui est le centre des jeunes dirigeants, donc pas proche de la franc-maçonnerie, mais on tient on discute avec eux. Il faut savoir que nous, on dit toujours, un patron d'entreprise, c'est quelqu'un qui met son argent. Je sais bien. Le bilan, il a tout perdu, alors qu'eux, ils partent des déparations. Bien sûr. Mais... Donc on leur descend leur salaire de 2, 3, 5 millions à 300 000, et ben c'est déjà bien payé 300 000. On est bien d'accord là-dessus, d'où l'intérêt d'ailleurs de se situer, d'avoir une formation théorique et de se situer dans la société, d'être capable d'apprécier si, ma foi, on a vraiment intérêt à passer d'un côté ou de l'autre, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les périodes comme celle d'aujourd'hui,
Et c'est pas un hasard si le manifeste du Parti communiste de Marx est un manifeste de 1848, c'est-à-dire d'une des premières crises capitalistes. La première, de type vraiment capitaliste, mais qui n'est pas exclusivement de type capitaliste. C'est pas étonnant que le manifeste du Parti communiste soit de 1848, parce que la pensée radicale, c'est sûr qu'elle mûrit dans les périodes de radicalisation des rapports de classe, et les périodes de radicalisation des rapports de classe, c'est les périodes où une partie de la population est littéralement empêchée de vivre ou mise en situation de vivre beaucoup moins bien parce qu'une autre fraction de la société est en train de s'approprier le produit. On peut prendre une dernière question rapide, parce qu'après on va... Très brièvement, est-ce que vous considérez que le Front National constitue ou rappelle un danger fasciste ou fascistoïde? Ah oui, fasciste, pas fascistoïde, et suscite d'ailleurs les mêmes illusions dans certaines couches qui sont persuadées que la fille est meilleure que le père. Mais non, mais écoutez, bon, je crois connaître bien le mouvement fasciste d'avant, je vois comment il s'est constitué, je vois comment il a fonctionné, on y est, et d'ailleurs, vous l'observerez, il y a des gens qui ont l'air très surpris parce que ce qu'on appelle la droite républicaine flirte avec la droite pas républicaine, mais écoutez, quand on connaît les années 1930, et même les années 1920, qui sait que Philippe Henriot, Bucard, enfin tous ces fascistes notoires de l'occupation étaient les orateurs des partis dits républicains, mais on les trimballait partout. Moi j'ai montré dans le choix de la défaite. Ils s'en allaient faire les patronages, c'était les gens de la bien-pensance catholique qu'on contraignait, c'était les grands orateurs de la Fédération républicaine et de l'Alliance démocratique. Et en 1938-1940, vous regardez le choix de la défaite, vous me trouvez le distinguo entre les fascistes durs et les fascistes doux, et les républicains musclés. Parce que dans les périodes de radicalisation, ils sont déchaînés. Le salaire devient encore plus haïssable qu'il est d'habitude. Vous haïssez le salaire, vous haïssez les salariés. Et qui finance les fascistes? Exactement les mêmes qui financent les partis républicains, dits républicains. Donc, il se passe ce qui s'est passé en Allemagne. J'ai les œufs dans le panier, j'ai les œufs dans le Zentrum, j'ai les œufs dans le Parti démocrate, j'ai les œufs dans le Parti populiste, j'ai les œufs dans le Parti Deutsche National, bon voilà. Et puis à un moment, les Deutsche National, évidemment, ils s'effondrent. Bon, mais pourquoi ils s'effondrent, dites donc? Par exemple, en novembre 1932, vous savez pourquoi ils s'effondrent? Le patronat, il retire tout l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites d'un parti qui n'a plus d'argent pour les élections? Comment on gagne les élections? On gagne des élections avec de l'argent. Qui donne l'argent? Donc, quand vous regardez les choses bien par le menu, par les sources, mais c'est ça d'ailleurs qui est passionnant en histoire, c'est que l'histoire vous fait comprendre, le descriptif vous fait comprendre, vous aide à comprendre les structures, ou vous illustre les structures. Vous voyez bien ce qui se passe. Tout d'un coup, le patronat, qui a mis des œufs dans tous les paniers, il a mis même des œufs dans le panier syndical, je vous le dis, puis on le sait par les sources, eh bien il retire les œufs, et puis il les met dans le NSDAP. Et c'est Chartres qui dit « Messieurs, maintenant passez à la caisse ». Voilà, et puis ils ont hésité, tant que les autres les ont servis, c'est ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans le soutien des hommes politiques. Écoutez, Doriot, en février 1939, il n'a plus de quoi payer son électricité. Qui est-ce qui lui payait son électricité? C'est la Banque Worms. C'était François de Vindel qui vient lui dire en 1937, oh, dis donc, il a perdu les élections. Oh oui, et puis alors, à cause de vous, j'ai pas été élu ici, patati, bon, il lui cherche des poux dans la tête, tout simplement, s'il veut plus le payer, il ne sert plus à rien. Puis alors, en 1938, encore moins. Donc, il ne sert plus à rien, Doriot, en 1938. Qu'est-ce qu'ils font, les patrons? Ils suppriment tous les financements.
Doriot n'a plus rien. Et puis il retrouve l'intérêt, voilà. Donc oui, on est dans une situation, c'est clair, pour pratiquer la stratégie du choc, il faut de la poigne. Parce que vous pouvez avoir la classe ouvrière et les salariés. Monsieur a raison de me faire dire que la classe ouvrière n'est pas toute seule, c'est clair. Je prends le vieux terme, disons les salariés. Quand vous arrivez à une situation où les salariés vont être confrontés à des baisses nominales de salaire, qui imaginait les baisses nominales de salaire il y a 10 ans chez nous? Elles sont là déjà, les baisses nominales. Puis elles vont s'accumuler, les baisses nominales de salaire, et de retraite et de tout. Donc la population ne va pas être contente. Les syndicats dociles vont devenir inutiles. Et comment on va faire en sorte de tenir les choses? Eh bien, on va montrer que, oui, on va vers des solutions autoritaires si les populations ne s'y opposent pas. Oui, exactement comme dans les années 1930. Oui. Ben, ne s'y opposent pas, les gens. Bah parce que quand on arrive à ces situations, on fait des campagnes de presse telles que mais on se retrouve dans la situation des années 1930. On dit aux populations, ces crétins, ça ne suffit pas, de toute façon, ces crétins de parlementaires, vous savez bien qu'aujourd'hui, ils ne servent à rien. Depuis 1958, ils ne servent strictement à rien. Bon, si ça assure des prébendes à des gens compréhensifs. Mais à part ça, pas grand-chose. Ils ne font plus rien. Voyez bien à quoi sert le Parlement. Depuis 1958, il ne sert à rien. Il n'a même pas l'initiative des dépenses, ce qui est la définition même du système parlementaire. Comment voulez-vous qu'un Parlement ait le moindre pouvoir quand il ne peut même pas déclencher ou décider une dépense? Il ne sert à rien. Mais qui le sait? Personne ne le dit à la population. Moi, je crois que là, il est 10h30, je m'excuse, mais on pourrait continuer encore pendant 1 heure, c'est passionnant. C'est vrai que, vraiment, il y a tellement de choses à dire, des questions à poser. Donc, on remercie encore une dernière fois Annie Lacroix-Ry pour sa prestation, d'être venue gracieusement nous faire part de la stratégie du choc. Et je vous remercie aussi